Bonjour à tous, je m'appelle Malou Verlhomme, je suis créateur de caractères et je vais vous parler un petit peu des fontes variables, des variable fonts en anglais. Donc voilà, l'idée de cette présentation, c'est simplement de vous donner un peu un aperçu de ce que sont les variable fonts et de l'état de leur développement aujourd'hui et un petit peu des possibilités et des défis qu'elles présentent. Donc déjà, je voudrais vous demander qui d'entre vous a déjà entendu parler des variable fonts? Ok, d'accord, merci. Parce que bon, ça a été une très grosse nouvelle dans le milieu de la typographie, mais la typographie, c'est un milieu quand même assez fermé, et du coup, c'est assez difficile de se rendre compte à quel point est-ce que la nouvelle s'est répandue dans d'autres secteurs. Donc voilà, c'est assez intéressant pour moi d'avoir votre point de vue qui serait a priori les utilisateurs principaux. Donc l'annonce a eu lieu à l'ATYPie, une conférence de typo en 2016 à Varsovie. Et donc c'est un format qui a été développé en parallèle par Microsoft, Google, Apple et Adobe. Donc c'est un point assez important parce que dans l'histoire des formats de fonte, il y a pas mal de rivalités entre ces entreprises et ça a souvent freiné le développement de nouveaux formats. Et cette fois-ci, étant donné que c'est un effort commun, on peut imaginer que ça va faire en sorte que le développement va se faire plus rapidement et que ça sera supporté par des applications assez rapidement aussi. Donc voilà, s'il fallait décrire en une phrase ce que sont les variable fonts, je pense que c'est cette phrase de John Hudson qui le fait le mieux. Donc une fonte unique qui se comporte comme plusieurs fontes. Donc concrètement, là où habituellement il nous faudrait toute une famille de caractères avec des graisses, des chasses, on n'aura plus qu'un seul fichier qui sera donc une fonte variable. Et par exemple, et donc un des avantages les plus importants de ce nouveau format, c'est le poids du fichier, comme vous pouvez le voir ici. Dans un exemple donné par Microsoft pendant l'annonce, sur une fonte, sur le Sergo, une fonte de Microsoft, là où on aurait habituellement 5 fichiers qui pèseraient 650 kg, une fois compilés en un seul fichier de variable fonte, on obtient un seul fichier qui pèse un peu moins de 200 kg, donc c'est une réduction de 70%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et je pense que je ne vais pas vous apprendre à vous que les temps de chargement sont vraiment importants, même sur des petits fichiers comme ça. À titre d'exemple, selon Google, 53% des sites mobiles sont abandonnés après 3 secondes de chargement. Donc ça peut effectivement vraiment faire une différence assez importante. Et fondamentalement, je pense que c'est la vraie motivation de ces 4 entreprises pour avoir développé ce nouveau format. On nous l'a vendu, nous, créateurs de caractères, comme quelque chose qui allait nous offrir des possibilités au niveau du design assez incroyables, mais c'est un petit peu du folklore quand même par rapport à cette notion de poids de fichier qui est assez importante pour ces grosses entreprises. Donc techniquement, la façon dont ça se passe, donc c'est pas comme une sorte de dossier zippé dans lequel on aurait plusieurs fichiers, c'est vraiment un seul contour avec des instructions, des deltas qu'on appelle sur chaque point, qui décrivent la façon dont la lettre doit se transformer en fonction d'axes. Donc justement, on fonctionne avec des axes, c'est une chose, donc que ce soit du point de vue du designer ou ensuite, une fois que ça sera exporté en variable font. Là, c'est un exemple, le Dunbar de CJ Dunn, où on a 3 axes, l'axe de la graisse, l'axe de la chasse, oui c'est ça, et l'axe de la hauteur d'œil. Mais on peut avoir potentiellement autant d'axes qu'on veut, avec des choses qui peuvent être assez intéressantes au niveau du design, que ce soit le contraste, les empattements, etc. etc. Voilà, donc cette notion un peu de design space, ou comme je l'ai appelé ici, à faute de meilleure traduction, de matrice typographique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, et ce, finalement, bien avant l'annonce des variable fonts. S'il y a quelques personnes parmi vous qui ont un peu une culture de l'histoire de la typographie, quand je parle de matrice typographique, je ne parle pas du moule qui sert à couler des caractères en plomb, mais plutôt d'une sorte de structure qui sert à générer des éléments qui sont liés les uns aux autres. Donc un premier projet dont je vais vous parler, qui a été fait en 2012, donc encore une fois bien avant l'annonce de ce nouveau format, c'est le Camille. Et donc cette fois-ci, ce projet utilise une technologie qui s'appelle les multiples masters. Donc c'est une technologie qui est utilisée du côté du designer pour interpoler des formes. Donc on travaille typiquement sur ce qu'on appelle des masters, donc qui sont aux extrêmes de ce design space.
et qui sert à générer ensuite des fontes statiques. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours un côté assez magique du côté du designer quand on travaille donc là sur en fait trois caractères différents qui correspondent aux deux extrêmes en bas et puis la ligne d'en haut. Et quand on rend compatible ces éléments-là pour pouvoir commencer à s'amuser un petit peu, à voir ce qui se passe au milieu, il y a un côté, encore une fois, assez magique à découvrir un peu des zones du terrain, du design space qu'on est en train de développer. Voilà une petite vidéo qui vous montre un petit peu comment on peut visualiser cette technologie-là de notre côté, avec une application qui s'appelle Superpolator. Voilà, donc on peut vraiment se balader à l'intérieur de ce design space ou de cette matrice pour aller découvrir un petit peu des formes qu'on a dedans. On peut aussi sortir du design space, je crois que ça devrait arriver bientôt. Voilà, on obtient des choses assez étranges. Et donc ensuite, pour rendre cet espace accessible, il y a tout un travail qui consiste à déterminer des graisses utiles pour en faire une famille qui sera utilisable par l'utilisateur. Donc il faut déterminer les bons sauts entre les graisses, les bons écarts pour rendre quelque chose d'utile. Et donc c'est une des peurs un peu avec les variables fontes, c'est qu'il y aura plus de travail de rendre accessible au travers d'une famille spécifique un design space. Un autre projet rapidement sur lequel j'ai un peu exploré cette notion, c'est un projet de revival. Donc ça c'est l'original, donc c'est le Ioniq numéro 5 qui a été dessiné par Chauncey Griffiths. Et c'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec Clément Charbonnier. Donc habituellement, quand on travaille sur un revival, donc quand on essaie de réhabiliter une fonte historique, on va scanner l'original et puis on va tracer le plus fidèlement possible la forme. Donc là, on est sur le A du centre, évidemment. Mais cette fois-ci, on a utilisé une technique un petit peu différente qui consiste à travailler sur deux extrêmes que vous voyez à gauche et à droite. Donc d'un côté, un caractère maigre, un peu monolinéaire, le squelette, on peut dire, du caractère, et de l'autre côté, à droite, une version grasse, très contrastée, presque un peu caricaturale. Et encore une fois, on a utilisé les multiple masters pour interpoler, comme on dit, donc obtenir une version intermédiaire qui se trouve au centre. Et en fait, à notre propre surprise, on se rend compte qu'on arrive à quelque chose qui est finalement relativement proche de l'original. Donc c'est une façon d'approcher des formes historiques qui est un petit peu différente et qui peut être assez intéressante. Voilà. Donc là, c'est la famille complète, c'est un projet qui est toujours en cours de développement, et c'est aussi la fonte qui est utilisée pour cette présentation. Du coup, je me suis un petit peu posé la question de savoir depuis quand est-ce que les créateurs de caractères réfléchissent un peu avec cette notion de design space, et comme on va le voir, c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Probablement le premier caractère qui a vraiment été conçu dès le départ comme un système de graisse et de chasse qui sont faits pour fonctionner ensemble, c'est probablement l'univers d'Adrian Frutiger, donc 1957. Voilà. Et puis ensuite, dans les années 90, il y a toute une série de caractères. Probablement celui-là, c'est le Thésis de Lucas de Groot est probablement le premier à marquer un tournant dans la façon dont on peut concevoir des familles, ici avec des sortes de sous-familles, avec des caractères à empattement, sans empattement, semi-empattement, etc. Et suite à ça, c'est devenu une pratique très courante que de concevoir des familles typographiques très larges. Mais si on remonte un peu plus dans l'histoire de la typographie, ici avec des caractères de Vincent Figgins au XIXe siècle, on se rend compte que finalement, même si c'est des caractères très différents les uns des autres, ils se basent tous sur un squelette, une structure commune. Et donc, on peut d'une certaine manière considérer qu'ils font aussi tous partie d'une même matrice. Un autre exemple ici avec des caractères en bois, cette fois-ci, qui sont tous extraits du livre de Rob Roy Kelly, où on voit que, évidemment, c'est des caractères très différents, mais qui ont tous une structure commune. Et c'est justement le principe qu'a exploré Underwear, donc une fonderie contemporaine, lors d'une conférence à Berlin, où ils se sont amusés à incorporer tous les caractères de leur fonderie dans une seule variable fonte, avec, comme vous pouvez le voir, énormément d'axes, de sliders sur le côté. Donc c'était plutôt une expérience. Et on se rend compte donc que ce nouveau format pose des questions donc, qui ne sont pas du tout nouvelles, mais qui sont quand même vraiment centrales à la création typographique. Alors, du coup, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à utiliser un petit peu ces fontes ?
Pour l'instant, évidemment, ça reste un petit peu... c'est vraiment les dessinateurs de caractères qui peuvent commencer à jouer un petit peu avec ce nouveau format. Mais ça devrait arriver assez vite, encore une fois, puisque c'est un effort commun par les quatre géants de l'informatique. Pour ce qui est des browsers, là, c'est la semaine dernière a été une semaine assez importante pour le développement du support des variable font, puisque la version actuelle de Chrome, donc Chrome 62, supporte les variable font. La dernière version de Safari aussi, dans le nouveau système, le supporte également. Et puis les dernières versions aussi de Photoshop et Illustrator, dans la CC 2017, supportent les variable font également. Vous pouvez voir sur le côté, on a accès justement à des petits sliders qui permettent d'accéder directement à ces axes. Donc c'est en train de se faire, ça va assez vite. Pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment utilisable complètement, mais ça devrait arriver assez vite. Donc si on veut commencer à jouer un petit peu avec ces fontes, pour l'instant, la plupart des outils qui existent, c'est des outils qui sont un peu des sortes de preuves de concept, on va dire. Probablement le site le plus utile à ce stade, c'est un site qui s'appelle Axis Praxis, par Laurence Penny, et où vous pouvez, donc si vous êtes sur un des browsers qui supportent évidemment les variable font, vous pouvez aller sur ce site et jouer un petit peu. Donc vous pouvez charger des fontes et vous pouvez jouer en gros avec des axes et voir de la typographie qui se transforme comme ça. Et c'est un site qui regroupe aussi pas mal d'informations sur le sujet. Voilà. Et sinon, un petit peu avant ça, on a un autre site d'Eric Van Blokland qui s'appelle Responsive Lettering. Donc là, ce n'est pas un site qui utilise à proprement parler des fontes variables, mais l'idée, c'est quand même de montrer des possibilités justement de ce nouveau format. Voilà, et de voir un peu, donc on peut s'amuser à réduire la fenêtre, etc. Donc juste assez rapidement, tout le monde est en train de se demander un petit peu à l'heure actuelle quelles sont les nouvelles perspectives offertes par le format. D'un côté, il y a évidemment un nombre infini de styles qu'on pourra utiliser avec ces fontes. On peut d'ailleurs se demander si c'est vraiment une bonne chose de donner accès à ça à l'utilisateur. Et puis il y a aussi l'aspect un peu animation. Les gens aiment bien évidemment quand les choses bougent. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec les titres de cette présentation. Il y a aussi pas mal d'expérimentations à l'heure actuelle avec des choses, par exemple ici, c'est la typographie qui se modifie en fonction de la distance du lecteur ou en fonction de la lumière ambiante. Bon, je ne sais pas si c'est des choses encore vraiment très utiles, mais voilà, c'est intéressant de voir ce qui va se passer avec. Personnellement, je pense que les possibilités les plus intéressantes sont peut-être les moins spectaculaires. Par exemple, ici, c'est la fenêtre de justification d'InDesign. Et on a des paramètres de mise à l'échelle des glyphes. Donc, en gros, ça écrase un peu les glyphes pour faire une justification meilleure dans le bloc. Et si à la place d'écraser les caractères, on pouvait avoir accès à une fonte variable qui a un axe de la chasse, je pense que ça pourrait donner des résultats assez intéressants. Ou un autre exemple adapté au web, le FOUT, ou le Flash of Unstyled Content. Donc si on a une fonte variable qui vient avec le browser, on pourrait la régler très précisément pour avoir la même chasse et la même occupation que le caractère qui est en train d'être chargé. Et on pourrait donc obtenir un FOUT très smooth, voilà, ce qui n'est pas évident à prononcer. Mais un autre exemple avec le font To Width de Nick Sherman, un caractère de Jean-Baptiste Levé qui fait une présentation tout à l'heure, où on peut cette fois-ci adapter le caractère à la largeur d'un bloc. Donc on pourrait imaginer pas mal d'utilisations assez intéressantes. Et de manière générale, je pense qu'il y a toutes sortes d'applications évidemment qui sont liées aux différents supports et aux différents écrans, à la taille d'affichage, l'orientation du support, la couleur de fond, etc., la résolution. Et c'est peut-être justement dans des utilisations, des modifications qui se passent sans que l'utilisateur s'en rende compte, où on aura les choses les plus intéressantes qui peuvent arriver. Voilà, et donc comment est-ce que ça va se passer tout ça? Donc très rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est vrai que tous les acteurs du marché sont un peu en train de se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir commercialiser ce nouveau format. Le modèle de licence des fontes est déjà quelque chose d'assez compliqué. Moi-même, je suis un peu perdu. Et donc, voilà, autant vous dire que personne ne sait encore comment est-ce qu'on va pouvoir commercialiser ce nouveau format. Et puis, du point de vue de l'utilisateur, c'est peut-être la meilleure analogie que j'ai pu trouver. C'est un peu comme si, au lieu de fournir une piste MP3, on allait fournir un fichier avec des pistes et que l'utilisateur lui-même pourrait remixer complètement
une chanson, ce qui peut être assez intéressant, mais il faut encore avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir en faire une utilisation intéressante. Et puis une dernière chose, il y a un phénomène qui s'appelle le choice overload en anglais, ou l'abondance de choix, qui est bien connu des psychologues. Et en fait, quand on propose trop d'options à un utilisateur ou un client, on se rend compte que cette personne se retrouve un peu paralysée. On ne sait plus quoi choisir. On a l'impression que quel que soit ce qu'on va choisir, on aura fait un mauvais choix. Et voilà, j'espère qu'on ne va pas tomber dans cet extrême-là avec les fontes également. Et puis, voilà, de manière générale, quand une nouvelle technologie apparaît, je pense qu'on y réfléchit toujours avec les outils intellectuels de la technologie précédente. Un exemple que j'aime bien, c'est lorsque la poterie fut inventée. On a d'abord commencé par reproduire des paniers en osier avec cette nouvelle technologie, entre guillemets, qui est la poterie. Et c'est que dans un second temps qu'on a commencé à vraiment se rendre compte des possibilités qu'offrait ce nouveau médium. Et on pourrait imaginer que c'est un peu la même chose avec les variables fontes. Et que du coup, c'est que dans le futur et avec le recul qu'on se rendra vraiment compte des nouvelles possibilités de ce format. Voilà, merci beaucoup.